Bonjour à tous! Quand on se lance dans la grande aventure qu'est d'ouvrir son laboratoire de cosmétiques, on se rend compte qu'il y a beaucoup de règles à respecter. L'une d'elles, c'est de se conforter aux bonnes pratiques de fabrication. Mais pour ça, il faut déjà en comprendre le texte. Il se trouve que l'usufruit de votre quote-part entière indivisée... C'est ce que je comprends pas. Excusez-moi, je vous permets juste parce que je comprends pas l'histoire du jus de fruits là. L'usufruit. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Laetitia et je suis chimiste en formulation cosmétique. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'a été beaucoup demandé, les bonnes pratiques de fabrication ou BPF. C'est une norme que j'ai découvert sur le tas si j'ose dire, tout comme la rédaction du DIP. En effet, la réglementation européenne a énormément évolué en 2013 après que j'ai fini mes études. Mais même si dans le fond on avait déjà le même niveau d'exigence concernant l'hygiène et la sécurité du produit, j'ai découvert toutes ces nouvelles règles alors que j'avais déjà monté mon laboratoire et formulé près d'une centaine de produits. Autant dire que j'en ai passé des heures dans la paperasse afin d'être sûre d'être aux normes. Heureusement, plus de peur que de mal, j'étais déjà à jour. Autant au niveau des BPF que du DIP. Vous verrez que ce sont surtout des règles de bon sens. Les BPF, c'est une norme qu'on doit respecter pour commercialiser tous ces cosmétiques. Qu'on les formule de A à Z ou qu'on fasse uniquement du conditionnement, comme par exemple acheter de l'huile en gros contenant et la revendre en petits flacons. Les BPF servent à organiser le laboratoire, dans son aménagement, la formation du personnel, le suivi des matières premières et des produits finis, le but étant d'assurer la sécurité du consommateur final. La norme au complet est disponible à l'achat sur le site de l'AFNOR et coûte un peu moins de 100 €. Je vous mets le lien en description. Je ne vous publierai pas d'extrait dans cette vidéo pour respecter le droit d'auteur. Commençons par le début. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que racontent les paragraphes. Il ne faut pas oublier que cette norme a été rédigée aussi bien pour de très grandes structures que pour des micro-entreprises. C'est à nous d'adapter chaque point à la taille du laboratoire et au nombre de personnes qui y travaillent. Un autre point, je vais sûrement énoncer des évidences pour vous, mais je ne fais que reprendre les points les plus importants de chaque paragraphe. Je vais faire avec vous le tour des 17 points de la norme. Point numéro 1, le domaine d'application. Les BPF s'appliquent à la production, le contrôle, le stockage et l'expédition des produits cosmétiques. On ne parlera pas de la sécurité du personnel ni de l'environnement. Vu que c'est une norme européenne, on ne peut pas parler de la loi du travail ou autre. On se concentre uniquement sur les cosmétiques eux-mêmes. Point numéro 2, les termes et définitions. Le point numéro 2 est une liste de termes et de définitions, comme qu'est-ce qu'un produit cosmétique, des choses comme ça. On va pas s'attarder longtemps dessus. Point numéro 3, le personnel. On attaque le vif du sujet avec cette rubrique. Tout d'abord, la norme nous demande de définir une personne responsable de la qualité, vous-même ou un membre du personnel. Il faut qu'il y ait assez de personnel par rapport au nombre de postes dans l'entreprise, que chaque personne connaisse son poste et y soit formée. Il faut aussi que tout le monde soit formé au BPF. Les règles d'hygiène sont strictes pour ne pas contaminer les produits. Les personnes ayant accès au laboratoire doivent être propres sur elles et porter des vêtements de protection, une blouse, une charlotte, des chaussures de laboratoire. Il faut aussi se laver les mains très régulièrement. Il ne faut pas venir travailler si on est malade, sauf avis d'un médecin, pour assurer la qualité du produit. Dans la mesure du possible, il ne faut pas avoir de personnes extérieures au service dans la partie production. En gros, si vous avez de la visite comme par exemple de la famille à qui vous voulez montrer votre laboratoire, ne les laissez toucher à rien. Ok, donc comme je dis... Hey, non! Il y a quelqu'un qui a cassé ça là. Partie 4, le local. Je suis sûre que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Le laboratoire doit être conçu pour être facilement nettoyé, désinfecté et que le stock de matières premières et les produits finis soient organisés pour éviter les erreurs. Tout doit être bien rangé et à sa place. Il faut séparer dans des pièces différentes les zones de stockage, de production, les bureaux et les sanitaires. Si ce n'est pas possible, ces zones doivent être bien définies. On séparera quand même le laboratoire des autres pièces dans la mesure du possible. Les sanitaires seront hors de la zone de production. Ça c'est plutôt logique. Il faut que le flux de produits et de personnel soit défini. Ouais, c'est pas faux. En gros, il faut organiser le laboratoire pour ne pas avoir à le traverser pour réceptionner de la marchandise par exemple. On va éviter au maximum les allers-retours inutiles. Les murs, sols et plafonds doivent être propres et faciles à entretenir. On doit aussi avoir une bonne ventilation ou pouvoir ouvrir les fenêtres si besoin. On les protégera quand même pour empêcher le passage d'insectes volants, surtout l'été. Le laboratoire doit être bien éclairé et de façon à éviter la chute de débris de verre éventuels dans les produits cosmétiques. Il ne doit pas avoir de canalisation et de gaines qui fuient dans le laboratoire. Si vous faites construire des locaux neufs, il ne faut pas qu'il y ait de gaines, canalisation ou de la charpente apparente. Le local et tout le matériel doivent être propres et désinfectés régulièrement avec des produits efficaces. C'est écrit sur les flacons.
J'utilise moi-même un spray désinfectant de chez Agnos. Pour laver le sol, vous pouvez utiliser un désinfectant à la javel par exemple, il n'y a pas de souci. Il faut aussi protéger les locaux des nuisibles, rats, insectes, oiseaux. En gros, ne pas avoir d'ouverture sur l'extérieur. Maintenant, on va parler de l'équipement du labo. Le matériel dans le laboratoire et les machines doivent être faciles à nettoyer, résister à la corrosion et aux produits désinfectants. On utilise le plus souvent du matériel en inox, c'est le plus pratique à désinfecter. Vos packaging, les pots et flacons que vous remplirez par la suite, doivent être stockés dans un endroit propre au sec. Il faut pouvoir circuler facilement dans le laboratoire, sans risque de contaminer la production en allant chercher des ingrédients par exemple. Un autre point important, il faut étalonner régulièrement le matériel de mesure, comme par exemple sa balance. Il y a une étiquette verte sur le côté, avec la date de contrôle d'un expert tous les ans. Si l'appareil est défectueux, il ne faut plus l'utiliser et le faire réparer ou changer avant de reprendre la production. En cas de risque pour la santé du consommateur, il ne faut pas vendre un produit où vous auriez un doute sur sa qualité, à cause d'une mauvaise pesée par exemple. Tout le matériel et les locaux doivent être désinfectés avec un produit efficace. On retrouve écrit sur le flacon le temps d'application minimum pour une bonne efficacité. Les machines doivent être entretenues régulièrement, par exemple en mettant de la graisse sur les axes de rotation de la machine de production. Parlons maintenant du choix de vos matières premières. Vous devez utiliser des matières premières et des conditionnements de bonne qualité. Les fournisseurs doivent pouvoir vous fournir tous les documents réglementaires obligatoires. Il faut avoir un bon de commande et un bon de livraison à chaque commande pour la traçabilité. Les emballages doivent être en bon état à la réception et le numéro de lot doit être bien visible sur tous. Il ne faut pas hésiter à renvoyer un produit reçu en mauvais état. Chaque article doit être identifié par son nom inscrit sur le bon de livraison, le nom commercial s'il y en a un, son numéro de lot, la date de réception et le nom du fournisseur. Tous les produits, matières premières et de conditionnement doivent être stockés au propre et au sec, les contenants bien fermés et pas posés directement sur le sol. Il faut toujours utiliser le lot le plus ancien en premier pour assurer une rotation du stock. Si vous avez un doute sur un produit, poubelle, on ne prend aucun risque. Vous allez utiliser beaucoup d'eau dans vos productions. Je vous conseille d'utiliser de l'eau déminéralisée plutôt que l'eau du robinet. Au moins, vous aurez directement un bulletin d'analyse et vous n'aurez pas de doute sur sa qualité. Sinon, ça sera à vous de la faire analyser régulièrement. Septièmement, la production. À chaque production, il faudra faire un dossier de l'eau. On doit y trouver toutes les informations suivantes. Le nom des machines utilisées, la formule du produit, la liste des matières premières utilisées avec les quantités prélevées et le numéro de lot de chaque ingrédient, les étapes de fabrication détaillées, telles que l'ajout de matières premières, les températures, les vitesses, les temps de mélange, un peu comme on détaillerait une recette de gâteau. On notera aussi l'échantillonnage, le nettoyage et si nécessaire la désinfection des équipements, ainsi que dans quel contenant on remplira notre produit. Avant de commencer, vérifiez bien que vous avez toutes les matières premières. Il ne faudrait pas tomber en panne d'un ingrédient. Il faudra attribuer un numéro de lot à chaque production. Il faut contrôler chaque lot. Vérification visuelle et olfactive du produit fini. Peser 2-3 pots après remplissage pour vérifier qu'on ait bien la bonne quantité. Vérifier le pH et envoyer un échantillon d'analyse microbiologique. Le remplissage et l'étiquetage doivent se faire à la suite si possible pour éviter les erreurs. Numéro 8, les produits finis. Le produit fini doit être stocké dans un endroit propre et frais, bien organisé pour éviter les erreurs et éviter que des produits ne périment. Il faut vendre en priorité les produits les plus anciens. On ne doit pas retrouver au fond d'un placard un vieux flacon oublié depuis 2 ans. Un autre point, la gestion des retours éventuels des produits vendus. En cas de retour sur un produit, il ne faut surtout pas le stocker au même endroit que les produits finis. Il faut faire tous les tests nécessaires pour voir d'où vient le problème et ne pas avoir de nouveau ce même retour. Lors de l'expédition d'une commande, il faut garantir que les produits arriveront en bon état, ne pas lésiner sur l'emballage. Point numéro 9, le laboratoire de contrôle de la qualité. On parle ici des fameux contrôles microbiologiques. Il faut réaliser un test microbiologique sur chaque lot. C'est à vous d'envoyer un échantillon à un laboratoire d'analyse. Ce laboratoire doit respecter lui aussi les BPF. On en trouve facilement sur internet, c'est pas un souci. Si un échantillon revient positif, il faut trouver au plus vite d'où vient la contamination et éliminer le lot concerné. Pour chaque lot, on doit avoir un bulletin d'analyse avec les références du laboratoire qu'il a effectué, le détail des tests avec les résultats, le numéro de lot étudié et la date du test. Il faut également garder un échantillon témoin de chaque production au laboratoire, dans son packaging définitif et durant la durée de sa DLC. Point numéro 10, le traitement des produits hors spécification. Il peut arriver qu'une matière première ou un lot ne soit pas bon ou arrive périmé. Selon le cas, il faut éliminer les mauvais produits, voire effectuer un retour chez le fournisseur.
Numéro 11, les déchets. Les BPF sont rédigés au niveau européen. À vous de gérer vos poubelles selon la réglementation locale. En tout cas, pour ma part, je ne gère pas de produits dangereux ou toxiques. Je dépose juste les plus gros bidons et les palettes à la déchetterie et je trie le reste comme des déchets ménagers. Point numéro 12, la sous-traitance. Si vous faites sous-traiter une partie de votre activité, il faut avoir un contrat avec le laboratoire avec toutes vos exigences. En sous-traitance, je veux parler des fameuses analyses microbiologiques, du nettoyage des locaux, des conditionnements ou de la fabrication de vos produits si vous n'êtes pas équipé pour le faire vous-même. À vous de vous assurer que le sous-traitant ait toutes les informations pour bien faire son travail et de vérifier que tout soit réalisé selon vos attentes. C'est vous qui serez responsable si vos clients ne sont pas satisfaits. Point numéro 13, les déviations. On parle ici des points non conformes. Si vous constatez des variations sur des points de contrôle, c'est à vous de décider s'il faut stopper la production ou pas. Par exemple, le pH peut varier très légèrement d'un lot à l'autre, selon la qualité des matières premières. Mais tant qu'on reste dans une certaine fourchette, ça n'affectera pas la qualité du produit. Réclamation et rappel. En cas de réclamation ou de rappel d'un lot, c'est à vous de trouver d'où vient le problème et de vérifier qu'aucun autre lot n'a été affecté. Grâce au numéro de lot, c'est à vous de contacter les clients concernés et échanger la commande avec un produit neuf. En cas de danger pour le consommateur, il faut prévenir les autorités compétentes, comme l'ANSM en France par exemple. Les produits rappelés doivent être reconditionnés ou détruits selon le cas. 15e, la gestion des modifications. Il peut y avoir des modifications du mode opératoire, si cela améliore la qualité du produit. On gardera les anciens documents en archive et les plus récents seront au laboratoire. 16e point, l'audit interne. Il faut faire évaluer régulièrement l'application des BPF, par vous-même ou par une personne externe. Le but étant d'assurer la qualité et la sécurité du consommateur final. Dernier point, la documentation. Il faut conserver tous vos documents au laboratoire, les bons de livraison, les bulletins d'analyse, les contrats avec votre laboratoire d'analyse microbiologique, le DIP de chaque produit. Il faut aussi avoir la documentation sur chaque machine que vous utilisez, le mode d'emploi, les précautions à prendre. Ces documents peuvent être sous la forme papier ou numérique. Les documents tels que les dossiers de lot doivent être datés et signés par l'opérateur. Et tous les documents doivent être tenus à jour. Et voilà, on y est venu à bout. Vous voyez, en décryptant les paragraphes 1 à 1, on y voit déjà beaucoup plus clair. Si vous souhaitez que j'approfondisse un de ces points, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus avec grand plaisir. Vous retrouverez sur mon site cosmetolabo.fr un récapitulatif à télécharger, ainsi qu'un article qui reprend chaque point en détail. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications pour ne rater aucune nouveauté. A très bientôt sur ma chaîne.